Bien, 3, 2, 1, c'est parti. Merci au dernier résistant. Alors là, c'est un hommage très particulier. Voilà. Enfin, c'est vraiment chapeau la colo. L'idée, c'est de parler effectivement de la lutte contre les aléas climatiques. Alors, si on le fait ici, à Carcassonne, c'est pas par hasard. C'est parce que, à part les invasions de criquets, il vous a pas manqué grand-chose. Hein, 2018, inondation, 2025, les incendies. Là, il y a 4 mois, Nils. Voilà, donc côté tempête, bon, effectivement, vous êtes une terre de cocagne, mais ça se paye. Ça, oui. Donc on va parler de ça, on va voir comment les objets connectés vous ont aidé à gérer cette crise ou comment ils vous aideront à gérer les prochaines, parce que je crois que c'est ça qui est en jeu. Et puis on va parler en particulier aussi de la gestion de ces réseaux numériques dont on parlait ce matin, qui sont critiques justement pour gérer les crises. Parce que, en l'occurrence, les services de secours, les services de police, les élus, tout le monde a besoin de communiquer à des moments clés. Et si les réseaux sont touchés, cette infrastructure ultra sensible et critique, et ben pour le coup, tout le monde est dans le noir. Donc voilà, c'est un sujet particulièrement sérieux qui concerne tous les élus à travers les plans communaux de sauvegarde, les PCRI. Enfin, on a des sigles dans tous les sens, mais des moyens d'agir qui se réduisent un peu chaque jour. Donc voilà, la question c'est comment les objets connectés vont pouvoir nous permettre de prévenir les crises et de mieux les gérer. Et on va tout de suite commencer avec Philippe Garcia, directeur aménagement et usage du numérique au CIADEN. Philippe, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je m'occupe de l'aménagement et des usages du numérique au sein du CIADEN. Donc, depuis maintenant 2018, donc, il y a eu les premières crues et le démarrage du déploiement. Donc là, déjà, ça avait mis en avant un petit peu nos armoires, le positionnement des armoires par rapport aux zones inondables. Donc là, on a revu notre copie et on en avait repositionné certaines. 2025, comme l'a dit Sébastien, donc ça a été l'incendie, et comme il a été redit aussi, où là, ça a été, je crois, notre délégataire le dira plus précisément, mais je crois que c'était 40 km de fibres et 17 000 mètres carrés 33 km de fibres, c'est ça. Stéphane a amené les antisèches. Et 17 000 km de garrigues qui ont brûlé, quoi. Donc ça a été très très important. Alors l'avantage qu'il y a eu sur cette zone, c'est qu'elle était bien identifiée et le réseau a pu être réallumé très rapidement. Donc les équipes de notre délégataire ont pu intervenir très rapidement. Et à l'inverse d'autres phénomènes, c'est vrai que c'était très, très ciblé, très identifié. Et là, on a pu remettre le réseau très rapidement. Quand tu dis très identifié, c'est parce qu'on parle souvent aussi de la question de la connaissance des réseaux. C'est l'éternelle question du coup de pelleteuse, on ne sait pas où sont les réseaux, etc. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les réseaux numériques se distinguent un petit peu des réseaux, effectivement des VRD, ce qu'on appelle voirie réseaux divers, où vous saviez très précisément ce qui était impacté sur votre territoire? Alors, malheureusement, dans ce qui s'est passé dans l'incendie, c'était très visuel, puisque c'était les infrastructures aériennes qui avaient été les plus endommagées. Donc là, le simple fait d'aller sur le terrain, on voyait vraiment où les dégâts étaient. Et donc, ça a pu être mené très rapidement sur ce point. En revanche, par rapport à la tempête Nils du début de l'année, là, c'est un phénomène qui est complètement différent. Parce que c'est un couloir qui a traversé tout le département et ça a fait des dégâts de manière éparse. Et là, tout était la difficulté justement pour faire intervenir notre délégataire sur les réparations, parce que déjà, donc, le réseau n'était pas opéré, donc aucune vision après le NRO. Donc, le seul moyen, c'était d'avoir justement les FAI qui fassent remonter l'information, et ça, justement, malheureusement, ils ne le font pas assez régulièrement. Il y a quand même il y a une commune qui est restée pendant 13 jours dans le noir, et on l'a su par un communiqué de presse. Ah d'accord. Oui. Donc, quand tu dis dans le noir numérique ou aussi dans dans le le noir numérique. électrique? Dans le noir numérique. Numérique. Pas électrique. D'accord. FAI, je précise, pour oui. fournisseurs d'accès Internet, c'est les Orange, c'est les SFR, oui, on a pas mal d'experts dans la salle quand même. Et donc là, et d'autant plus que c'est des réseaux qui sont d'Orange principalement. D'accord. Et on a vu un désengagement d'Orange justement pour aller réparer ces poteaux. Et aujourd'hui, il y a encore des appuis. Si certains sont venus en voiture et ont pu se promener dans le territoire, ils verront qu'il y a encore des appuis qui sont cassés, qui sont à même le sol et qui ne sont pas réparés. Ça fait peut-être maintenant 2 mois que la tempête est passée. Ces poteaux, ils appartiennent à Orange? Oui. Oui, je vais y revenir tout à l'heure. On va y revenir. Donc aujourd'hui, le volet objet connecté, je sais qu'il y avait à un moment donné un certain nombre de caméras
de détection de départ de feu. Alors, comment, dès les inondations jusqu'aux incendies en passant par les tempêtes, quel a été je dirais le plan? Qu'est-ce que vous avez imaginé avec le réseau d'objets connectés ou qu'est-ce que vous imaginez encore? Le plan, ça a été en 2022 de répondre à l'appel à projet des TID, où là, on a été lauréat avec le projet Symphonie. Et dans ce projet Symphonie, il y avait un axe 2 qui était sur la résilience des réseaux. Et donc, le projet avec le SDIS de l'Aude rentrait pleinement dans ce critère-là, puisque eux aussi étaient intéressés de pouvoir juste déployer des caméras en lieu et place des guetteurs qui étaient sur les 19 vigies positionnés sur le département. Donc, et ils avaient l'objectif de remplacer ces guetteurs parce qu'ils avaient beaucoup de difficultés à trouver à la fois le personnel, gérer le bâtiment, tout ce qui allait autour justement de ces guetteurs et de l'accès aussi. Ces guetteurs, c'est des bénévoles, c'est ceux qu'on voit. C'était des salariés, en fait, c'était des saisonniers. Des saisonniers. Des saisonniers qui étaient embauchés par le département et qui étaient mis à disposition des pompiers. Et qui faisaient les 3-8 sur les vigies ou... Non, ils travaillaient de 8h à 20h. Et donc, ils étaient équipés d'une jumelle et d'une théodolite. C'est quoi une théodolite? C'était pour pouvoir mesurer la distance, pour pouvoir trouver le point de démarrage de l'incendie. D'accord. Voilà. Et par radio, pour alerter le CODIS, pour faire intervenir les... D'accord, c'était ça la modalité de surveillance. OK. Et donc, depuis 2023, donc, 19 vigies ont été remplacées par 11 sites équipés de caméras de levée de doute. Et en fait, donc, si je peux rajouter autre chose, c'est que depuis l'amélioration de la couverture mobile, on se rend compte que les incendies sont déclarés entre 90 et 95% par la population. Ah oui. Voilà. Donc, d'où l'intérêt de mettre des caméras de levée de doute. Lorsqu'on reçoit un appel au CODIS, avec les caméras, on peut vérifier la véracité de l'information. D'accord. Et aussi, avec de la triangulation, via ces caméras toujours, on pouvait positionner le sinistre où il se situait et faire intervenir les... Alors, on parle beaucoup d'IA et de caméras intelligentes. Est-ce qu'il y a une étape où, à un moment donné, on va avoir des caméras qui sont capables d'identifier une volute de fumée et de donner l'alerte de manière autonome? Alors, dans le projet du SDIS, le département il a été coupé en deux. Il y a la partie nord du département avec Carcassonne-Narbonne qui est une couverture mobile assez satisfaisante. Et là, la population peut appeler rapidement sans trop de difficultés. Et toute la partie sud qui est la partie Corbière où là, justement, il y a eu le sinistre. Là, en fait, il y avait une moins bonne couverture mobile. Donc là, en plus d'avoir des caméras de levée de doute, on a équipé les caméras de détection avec une intelligence artificielle embarquée et qui permettent justement de pouvoir identifier les fumées, les départs d'incendie. Alors, il y a toujours la caméra de levée de doute derrière pour valider justement le déclenchement. La réalité de l'alerte, ouais. Mais ça se fait de manière automatique. D'accord. Donc aujourd'hui, vous êtes largement monitoré sur le territoire qui a été touché strictement, ou est-ce qu'il y a une prévision d'élargir ça aux secteurs à risque autres? Il a été déployé. Aujourd'hui, l'État est mis en application. Il fonctionne aujourd'hui sur l'ensemble du territoire. D'accord, sur toute l'Aude. Sur toute l'Aude. Il faut savoir que l'année dernière, lorsque l'incendie a démarré, il était tellement fort qu'on le voyait partout. Ouais. Il n'y avait pas besoin de caméra ni quoi que ce soit. En revanche, là où il a été efficace ce système, c'est pour les reprises. Ah oui. Parce que derrière, on a pu voir les reprises à certains endroits et on a pu justement faire déplacer les équipes pour aller directement sur le site identifié. Alors, comment on communique, Stéphane, dans ces situations critiques? J'ai encore eu pas mal de témoignages de territoires où on me dit la préfecture, elle appelle Orange. Quand c'est pas bon, ce sont des choses qui arrivent, hein, il y a des vieux réflexes. Mais du coup, comment on communique quand les réseaux sont par terre parce que les appuis aériens ont cramé? Et puis, une autre question, mais tu répondras dans l'ordre que tu veux, mais c'est est-ce que l'enfouissement des réseaux est vraiment la solution à tout dans ces cas-là? J'ai une petite idée de la réponse. Alors, bonjour à tous. Donc, Stéphane Gatté, moi je suis, comme a dit Philippe, le délégataire du CIADEN. Donc, notre mission déjà, c'est de garantir la continuité des services. Donc, la première question que tu poses, Sébastien, elle est essentielle, c'est déjà de déterminer les acteurs. Donc, comme tu le dis si bien, aujourd'hui, le premier réflexe, c'est on appelle Orange.
Orange, certes, ils sont encore dans le circuit, puisqu'on utilise leurs appuis, mais aujourd'hui, la première chose qu'il faut faire, c'est identifier l'opérateur infrastructure. Donc, suivant les territoires, il y a notamment sur l'Aude, on a 2 opérateurs infrastructure. Il y a Orange sur les zones AMI, donc proche de Narbonne et Carcassonne, et tout le reste du territoire, c'est le réseau Émeraude. Donc, une fois on a bien identifié l'opérateur infrastructure, il faut aussi connaître les acteurs complémentaires, justement, lorsqu'il y a un incendie, enfin une tempête. Et les acteurs qu'on a en priorité, c'est Enedis, puisque c'est le gestionnaire des réseaux électriques et sans électricité, tous nos équipements ne fonctionnent pas. Donc déjà, bien évidemment, une fois qu'on a le réseau identifié avec les acteurs, n'oublions pas les collectivités territoriales. Et tu parlais de la préfecture, bien évidemment, les États, les services de l'État et la préfecture. Une fois qu'on a dit ça, on doit coordonner. Voilà. Donc, pour pouvoir faire face à ces événements, il faut pouvoir coordonner. Donc, coordonner, il faut se mettre autour d'une table très rapidement et clarifier les responsabilités des uns et des autres. Et ensuite, prioriser justement les zones où il faut intervenir. Donc, je vais citer justement, Philippe parlait des 2 dernières catastrophes que l'on a connues sur la dernière année. Si on revient sur les incendies en quelques chiffres, c'est 950 poteaux détruits. 950 poteaux qui appartiennent en grande majorité à Orange et à Enedis. D'où l'importance d'avoir ces acteurs-là auprès de nous. 33 km de fibres endommagées. 33 km, donc c'est pas anodin aussi. Quand tu dis 33 km de fibres endommagées, c'est-à-dire qu'elle a fondu, elle a cuit. Elles ont brûlé. Oui. Alors, on va y revenir sur les enfouissements, mais essentiellement, c'est vrai que c'est le milieu aérien qui est touché, mais ça n'empêche pas que sur des zones où on a du réseau enterré proche des chambres, donc là où il y a les connexions, même si c'est enterré, avec l'effet de la chaleur, il y a des dégâts. Et là, une fois que ces dégâts sont constatés, les réparations sont beaucoup plus lourdes, parce que là, il faut carrément sortir tous les câbles des fourreaux qui sont enterrés. Ouais. Donc, les actions sont beaucoup plus lourdes et la conséquence, ça coûte aussi plus cher et c'est beaucoup plus long. Voilà. D'accord. Ou certes, sur certaines intempéries, l'enfouissement répond, mais ce n'est pas une globalité. Et après, je vais y revenir. Pour terminer sur les chiffres de l'incendie, c'est 16 communes qui ont été touchées. On a eu plus de 6000 foyers qui ont été impactés, avec 2855 abonnés qui ont été coupés. Avec des actions de nos équipes, mais dès l'instant où on avait le go de la préfecture et des pompiers, puisque on avait des actions à faire, mais il y avait le périmètre qui devait être sécurisé et on ne pouvait pas envoyer nos équipes. Voilà. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que dès qu'on a eu le go de la préfecture et des pompiers, nos équipes sont allées sur le terrain et on a rétabli l'ensemble sous 5 jours. 5 jours. Et avec une priorité sur les mairies d'un rétablissement sous 48 heures. On s'était donné la priorité pour que les mairies puissent communiquer. Et malgré ça, on sait que certaines communes, avec l'impact, on n'a pas réussi à les réparer. D'où, c'est aussi pour ça qu'on est là, les objets connectés pour trouver d'autres alternatives. Là, c'est pour la tempête, concernant les incendies. Si on fait un petit focus sur la tempête Nils, alors Nils, comme a dit Philippe, c'est arrivé de manière violente et assez dispersée. Au pic de la tempête, on est arrivé à plus de 1200 clients impactés. Par contre, pour répondre aussi à la question et rebondir sur ce que disait Philippe, nous, nos équipements actifs sont sous surveillance. Donc, dès qu'on a un actif qui tombe, on est mis au courant immédiatement. Donc, tout ce qu'on appelle les NRO, dès qu'il y avait une alerte, un risque, on était informé de la perte du NRO, sachant que c'est sur batterie, donc on a une certaine autonomie. Par contre, vous avez parlé d'avertissement du FAI. Aujourd'hui, si le process est comme ça, mais on est en train de travailler justement pour améliorer cette résilience des réseaux, c'est que sans alerte du FAI, nos équipes ne sont pas mises au courant, puisque nous, on a une supervision sur l'actif. Donc, on est obligé d'avoir l'information
par le FAI, et à partir de là, nous, on peut dépêcher des équipes sur place. Donc, en termes de résilience, on travaille avec certains opérateurs pour avoir un outil que l'on va mettre en place sur e-supervision, où on pourra avoir une supervision jusqu'à l'abonné. Et donc, dès que l'abonné va être coupé, on aura cette information-là et on pourra réagir très rapidement. Voilà. Pour terminer à l'INILS, donc nos plans d'action, c'était surtout d'intervenir dans les zones prioritaires où il y avait des rangements collectifs. Donc c'était la priorité. On réparait sur cette zone-là. Ensuite, on traitait des incidents majeurs avec des priorités et on partait après sur des cas isolés. Et c'est pour cette raison-là que rapidement, on a pu gérer les raccordements sur des rangements collectifs, mais reste ensuite les cas isolés. Toujours pour la même raison, c'est que si on n'a pas la déclaration de l'opérateur, on ne peut pas intervenir parce qu'on n'a pas l'information. Voilà. Donc, dans les plans d'action qui sont en train d'être travaillés avec les opérateurs, c'est justement cette supervision jusqu'à l'appel de l'abonné, de la supervision finale. Voilà. Mais ça, est-ce que c'est écrit? Parce que la gestion de crise, on le sait, ce sont des, entre guillemets, des cahiers de crise où chacun est identifié, chacun sait ce qu'il a à faire. En général, c'est la préf qui est à la manœuvre pour coordonner tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, sur différents types de risques avec le recul, on a vu inondation, incendie, tempête, est-ce qu'aujourd'hui, les cahiers de crise sont prêts? Est-ce que l'organisation est prête? Est-ce qu'on est capable de déclencher une cellule de crise aujourd'hui dans l'Aude avec les bonnes personnes et des scénarios d'intervention? Ça fait sourire Philippe. Alors, si je peux me permettre, il faut savoir que lors de l'incendie, quand même, notre délégataire n'a pas été convié à la cellule de crise. Oui, voilà, c'est un peu le fond de la question. Orange était présent, Enedis était présent, mais notre délégataire n'était pas présent. Et c'est M. Tournier qui avait été destinataire d'un mail, comme quoi il y avait une cellule de crise qui était mise en place et qui a appelé notre délégataire pour lui dire que ce serait bien que tu participes. Bon, depuis maintenant, c'est rentré dans les mœurs et maintenant, chaque fois, malheureusement, il est convié. Donc, la dernière fois, c'était la tempête Nice, je crois. Hein. Oui, c'était mieux avant. Non, mais voilà, c'était juste pour dire. Donc, tout à fait. Donc, maintenant, les acteurs, les acteurs concernés sont bien identifiés. Et donc, dès qu'il y a eu la tempête Nice, on a été appelé. Maintenant, on est dans les circuits de communication. Donc, on a intervenu et ça nous a permis de justement réagir, puisqu'on était à ce moment-là de crise en liaison avec notre centre de supervision en direct. Et chaque fois qu'il y avait des événements qui se produisaient, on était à même de remonter l'information à la préfecture. Voilà. Et surtout, en partage avec les autres acteurs, notamment Enedis, la préfecture, on avait le bon niveau d'information sur les priorités. Et du coup, les Enedis aussi, on mettait nos actions en collaboration. Parce que si nous, on avait une action et qu'on n'avait pas d'électricité et qu'eux ne faisaient pas leurs actions en même temps que nous, ben ça ne servait à rien. Voilà. Donc maintenant, grosse amélioration par rapport à l'incendie. On est mis au courant de suite, on intervient de suite et surtout on partage les informations en temps réel. Ça a eu ce mérite. Oui. Donc on l'a compris, hein, pour revenir sur la question de l'enfouissement, c'est pas la panacée. C'est vrai que sur des incendies, le problème c'est qu'on a des feux dormants, on a des choses qui peuvent fondre sous le sol. Pour les inondations, on a l'intuition que c'est pas du tout le top, mais pour les tempêtes, ce serait pas mal. Alors juste un petit point sur les enfouissements. Oui. Donc aujourd'hui les enfouissements, oui, c'est une des possibilités. Il faut juste savoir qu'après ces événements, nous, sur le réseau Émeraude, on a identifié 3000 km de lignes aériennes à enfouir. Voilà. Donc, ça paraît peut-être pas certain, mais quand on ramène ça au coût que ça coûterait d'enfouir, on parle de plusieurs centaines de millions. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui doit être réfléchi. On a déjà des actions qui ont été faites en collaboration avec le CIADEN, avec Enedis et Orange sur justement une des conséquences de l'incendie. Il y a un axe qui est prévu en enfouissement. Un travail de mutualisation est très important puisque ça a permis de diminuer, de mutualiser les coûts. Mais par contre, il faut savoir que si on voulait basculer sur le territoire de l'Aude, uniquement sur le réseau Émeraude, c'est plus de 3000 km. Voilà. Donc ça se chiffre en millions d'euros. Donc, la volonté, bien évidemment, si on pouvait le faire, mais
C'est une question financière. Voilà. Oui, ça fait émerger donc un quatrième risque, qui est le risque financier. Celui-là, c'est compliqué de le prendre actuellement. Merci, merci Stéphane Galté. Frédéric Denizet, directeur du développement de Lumière. Donc, Lumière est un opérateur du très haut débit. Lumière s'intéresse de très près à l'IoT, qui est le prolongement naturel de son métier, parce qu'in fine, tout ça, ça reste des télécoms, hein, d'une manière ou d'une autre. Comment tu analyses, toi, cette question de la protection des réseaux, de la résilience des réseaux, mais aussi de ce que l'IoT pourrait contribuer aux territoires ruraux en matière de prévention des risques? Alors, merci beaucoup, Sébastien, pour ta question. Bonjour à tous. Donc, Frédéric Denizet, directeur du développement et commercial du groupe Lumière. Je me permets une toute petite parenthèse pour resituer Lumière pour certains d'entre vous. Très rapidement, Lumière, donc c'est un opérateur d'infrastructure, initialement une émanation du déploiement fibre au sein du groupe TDF. Au travers des appels d'offres, on a été mandaté sur le déploiement d'un petit million de prises FTTH. Nous sommes devenus une société pure fibre indépendante début 2025. Et voilà, on s'appelle maintenant Lumière. Donc, opérateur d'infrastructures fibre sur 6 départements au travers des RIP 2G, des RIP 1G et des RIP 1G qui sont en train d'évoluer vers les RIP 3G avec notamment effectivement cette composante d'IoT. Je trouve la question très pertinente parce que finalement, si on parle IoT et qu'on refait la chaîne de valeur technique qui a été présentée, on a le capteur, la gateway, puis la gateway, in fine, elle va communiquer notamment en SIM auprès d'une station de base mobile qui elle-même va devoir être raccordée sur le backhaul de l'opérateur. Et nous, sur nos réseaux, bah, on les voit, les stations de base, puisqu'on vient les fibrer au travers des offres de fibrage, que ce soit auprès des différents MNO, des opérateurs mobiles. Donc, il y a un vrai sujet, in fine, de résilience des réseaux fibres pour assurer la résilience de la remontée d'informations de ces fameux capteurs IoT. Mais je voulais faire ce lien parce que finalement, ce n'est pas la fibre d'un côté et puis l'IoT de l'autre. Tout ça forme un tout. Et si on prend 5 minutes, c'était la première partie de ta question, pour se concentrer sur les réseaux fibres. Les réseaux fibres, ils ont une impérieuse nécessité de résilience. On parlait des services publics, des services de sécurité, mais aussi du grand public, parce qu'aujourd'hui, finalement, le grand public, ce n'est pas un besoin vital d'avoir sa connexion, mais c'est un besoin absolument nécessaire, et notamment en cas de situation catastrophique. Donc, il faut que les réseaux puissent assurer les moyens de communication pour les entreprises, pour les collectivités, et puis on s'en est parlé, pour les opérateurs mobiles. Parce qu'on oublie parfois que les antennes mobiles fonctionnent parce qu'il y a de la fibre derrière. On oublie parfois que le satellite, ça marche parce qu'il y a de la fibre derrière. Ce sont des émetteurs au sol qui utilisent les satellites comme surface de rebond. Et que donc, voilà, si ce réseau-là est endommagé, tous les modes de communication, il n'y a plus de mode de communication alternatif. Exactement. C'est-à-dire, si on apparentait ça au corps humain, finalement, c'est tout notre système nerveux qui serait mis en cause, et donc les organes auraient beaucoup de mal à communiquer entre eux. Alors, un petit point sur la résilience, et Stéphane, tu faisais une présentation passif-actif. Alors, je n'ai pas du tout envie de faire un cours magistral et trop long, mais je voulais prendre quelques exemples pour vous mettre en perspective les catastrophes naturelles vis-à-vis d'un réseau fibre, parce que on a 1 million de prises, ce n'est pas l'ensemble du territoire français, hein, évidemment, vous avez fait les maths, mais il s'avère qu'on s'en est pris pas mal, que ce soit du vent, du feu ou des inondations. Ce qu'on a pu observer déjà, c'est que finalement, un réseau passif, quand il est sous l'eau, il s'en sort plutôt bien. On a eu un paquet de PM, donc de points de mutualisation de nos réseaux fibres, notamment en Anjou, qui se sont retrouvés il y a quelques mois sous l'eau pendant une dizaine de jours. À dire vrai, on était un peu inquiet de ce qu'on allait récupérer. Et finalement, on a récupéré des PM en état de fonctionnement. On a fait un peu de nettoyage naturellement, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, les NRO, il faut les mettre hors d'eau, mais finalement, un réseau passif par rapport à une problématique d'eau, ce n'est pas une bonne nouvelle.
mais ça se gère. Par contre, évidemment, il y a un sujet qui se gère pas du tout, c'est le feu. Et tu parlais de l'enfouissement et je pense qu'il y a un sujet entre l'aérien et l'enfouissement, c'est l'élagage. Alors, l'élagage, il y a eu certain nombre de conventions qui étaient dédiées à la fibre, on parlait de l'élagage, mais finalement, aujourd'hui, encore, on ne peut pas se permettre de parler de résilience et de grands plans de résilience si quelque part on n'est pas capable de travailler sur des cadres de loi qui sont clairs, sur le fait que les acteurs, qu'ils soient privés ou publics, doivent assurer l'élagage. Pourquoi? Parce que l'élagage, c'est une ligne directe pour de la propagation de feu et d'avoir des poteaux qui brûlent. Et puis, c'est une ligne directe pour avoir des arbres qui finalement s'écroulent sur des troncs de desserte. Et finalement, il pourrait y avoir bon nombre de situations qui seraient évitées ou minimisées si ce premier sujet était traité correctement dans nos campagnes, mais pas que dans nos campagnes. Alors, je vous parle avec une casquette de RIP 2G, donc évidemment, on est beaucoup plus exposé à ce type de sujet. Mais je pense que c'est important de remettre ça sur la table parce qu'on peut faire beaucoup d'investissements, réfléchir à beaucoup de choses, mais si on oublie les prérequis qui est d'une gestion saine de nos réseaux sur les différentes parties du territoire, bah, finalement, ça ne fonctionne pas. Vous voulez réagir? Non. Voilà, donc sujet élagage. Je vais vous dire, avant de venir, j'ai fait le tour des patrons des DSP chez Lumière et je leur ai dit quels sont tes 3 points clés. Le premier point clé de chacun, c'était bah, écoute, parle de l'élagage parce qu'on est en 2026 et finalement, moi au quotidien, ça reste un sujet de priorité avec les collectivités et la gestion parfois un peu difficile du privé. Rapidement sur le réseau actif. Alors, le réseau actif, lui, il n'aime rien du tout. Il ne faut pas le mettre dans l'eau, il ne peut pas brûler. Bon, les coups de vent, les NRO, évidemment, tiennent mieux que les câbles en aérien. Par contre, on mène une réflexion de notre côté. Aujourd'hui, un NRO, évidemment, il faut qu'il y ait de la clim pour que ça fonctionne, parce qu'on n'a pas envie que les équipements soient dans du trop chaud. Et finalement, on est en train de s'apercevoir que bah, des équipements électroniques, ça tourne même quand il fait chaud. Par contre, ce qu'il faut, c'est que l'air circule. Et Ça commence à dysfonctionner à quelle température, en gros? bah, ça peut monter haut. Alors, je ne vais pas répondre à la question parce que je vais forcément dire une bêtise. Mais si j'en crois notre directeur de l'exploitation, il me dit, Frédéric, tu peux y aller tant que tu brasses de l'air. D'accord. Et finalement, aujourd'hui, et on a raison de le faire, on met du froid aussi pour que les opérateurs, les techniciens qui agissent dans les NRO en conditions de chaleur puissent travailler dans des conditions qui soient bonnes. Mais on a peut-être tendance à mettre trop frais dans nos NRO et on peut réfléchir possiblement à remonter les températures, avoir du coup des clims qui tiennent mieux et d'avoir une gestion du chaud-froid qui soit meilleure dans les NRO. C'est une piste d'optimisation, notamment quand on fait face à ces canicules, hein, parce que c'est la partie refroidissement est évidemment clé. Dernier point sur la partie résilience, et vous en avez parlé, bah, il y a ce qui s'impose à nous, ça c'est les effets climatiques naturels et on peut pas, évidemment, on peut pas les empêcher, on peut pas les choisir. Et puis après, il y a la façon dont on s'organise. Donc une fois que le réseau est fait comme il est, bah, il faut qu'on ait des process qui soient écrits, il faut qu'on ait des process de rétablissement d'activité qui soient écrits, et puis il faut qu'on soit capable de les mettre en œuvre quand ça nous tombe dessus. Et donc c'est plus du PowerPoint, c'est plus du Word, mais c'est des équipes qui doivent être prêtes, qui doivent connaître le métier, ce qui est un vrai sujet chez Lumière, parce qu'on, voilà, je vous avais dit, ancienne émanation de TDF, bah, on est les mêmes gens depuis bah, maintenant une dizaine d'années. Et le métier est connu des différents techniciens pour pouvoir agir de façon réactive avec la chaîne de sous-traitance, parce qu'évidemment, tout ça ne se fait pas tout seul. Je vais prendre un petit cas près de Baugé, en Anjou. On a eu un feu important au moment où il y avait les feux de forêt sur la partie ouest du territoire. Ben, il n'y avait plus de site mobile, il n'y avait plus aucune communication, il n'y avait plus rien. Alors, la collectivité ne nous a pas oubliés, nous a appelés en disant bah, qu'est-ce qu'on fait? Et le réseau ne pouvait évidemment pas à lui seul résoudre le problème. On s'est mis d'accord avec la collectivité, on a été chercher un touré chez notre sous-traitant et on a déroulé un touré à travers champs pour pouvoir mettre en place une cellule de crise
et offrir une connectivité aux pompiers, à la gendarmerie et au PC sécurité pour pouvoir gérer les différentes opérations. Alors évidemment, on n'a pas fait de DOE et puis je pense que c'est pas très grâce DHD, mais C'est quoi un DOE? Et c'est pas très grâce THD? je- Je peux pas laisser passer ça. je- Frédéric, je peux pas laisser passer ça. D'accord. On va laisser les sujets de dossiers d'ouvrage et les modèles de données pour les experts, mais en Merci. tout cas, ce n'était pas fait dans les règles de l'art. Par D'accord. contre, plus sérieusement, ce qui est indispensable en situation de crise, c'est la réactivité et la disponibilité des équipes pour pouvoir exécuter et pas tout seul avec les sous-traitants. Alors, je vais essayer de ne pas déborder, c'était la deuxième partie de ta question. Comment est-ce que nous, on voit le sujet de la IoT pour répondre à la résilience? Nous, on est parti un peu plus tard que les autres sur le sujet de l'IoT chez Lumière parce que c'était un sujet qui était traité ailleurs, chez TDF. C'était un choix de notre ancienne société. Et on a décidé de prendre un petit peu de temps pour réfléchir comment on voulait se positionner sur le sujet. Est-ce qu'on travaillait avec des partenaires? Est-ce qu'on internalisait le savoir-faire? Et si oui, sur quel segment? Et le choix qu'on a fait et affiché auprès des différentes collectivités avec qui on peut discuter, c'est d'être en mesure de travailler avec des experts qui rejoignent notre plateforme de service et qu'on sait intégrer et avec qui on sait travailler. C'est comme ça qu'on a réussi nos déploiements de la fibre. C'est en travaillant avec des sous-traitants de bon niveau qu'on a intégré dans nos process et dans nos outils. On a décidé de faire la même chose sur l'IoT. Donc, notre vision de l'IoT, déjà, c'est, et j'en ai vu beaucoup derrière et qui se sont exprimés aujourd'hui et qui s'exprimeront sans doute demain, c'est de travailler avec des acteurs très bien positionnés en France et qui sont capables de nous apporter les briques de solutions qu'on met en place. C'est ce qu'on a pu mettre en œuvre au travers de réseaux IoT dans les Yvelines notamment, et puis j'espère très bientôt à la maille départementale avec certaines collectivités. Un mot sur l'IoT dans le cadre de la résilience. On menait une réflexion sur la diversité technologique. Parce que quand on parle IoT, finalement, on pense assez souvent au système LoRa, qui a beaucoup de vertus. Mais dans certaines situations, LoRa n'est pas forcément adapté. Donc, il faut plutôt être sur une logique de SIM, ou alors carrément sur une logique de remontée satellitaire, parce qu'on est dans une zone qui est très reculée, éloignée, et le satellite s'avère pour le moment la meilleure solution. Donc, on est évidemment très orienté LoRa pour couvrir tout un type de cas d'usage, mais on pense qu'il ne faut pas être fermé à une mixité technologique pour la remontée d'informations. Et pose alors la question de la gestion de l'énergie, parce qu'autant LoRa est formidable avec ses capteurs dans sa gestion de l'énergie, autant un système SIM ou un système satellite va être beaucoup plus gourmand. Donc, résilience et IoT, c'est résilience, IoT et énergie probablement pour pouvoir permettre au système de capteurs de pouvoir remonter cette information. Et enfin, je terminerai. Je m'étais promis de surtout pas faire d'eau tiède, donc je ne veux pas asséner des On n'a que de l'eau chaude aujourd'hui. des banalités. Ça, c'est bien joué. Alors, celle-ci est fraîche et merci. La façon dont on voit le sujet pour la résilience, c'est 3 strates. Si je reprends la chaîne de valeur, les capteurs, les gateways, les hyperviseurs. Les capteurs, c'est un travail à mener avec les usagers et les collectivités pour voir quels sont les services qui vont pouvoir être délivrés par les capteurs d'aujourd'hui, les capteurs de demain. Donc, on a un rôle qui est de comprendre comment s'organise le marché, mais cette compréhension, on ne doit pas la faire dans notre coin, on doit le faire avec nos partenaires pour pouvoir être capable d'identifier les services qu'on va effectivement pouvoir délivrer. Le deuxième sujet, et il est évidemment extrêmement important, c'est la partie gateway, et ça, c'est notre cœur. Ça, ça fait partie de notre cœur, opérateur d'infrastructure, d'être en mesure de déployer avec nos partenaires, j'en ai vu certains tout à l'heure, des passerelles, qu'elles soient, comme on dit, publiques, si elles appartiennent par exemple à un netmore avec qui on pourrait travailler, ou si on les considère comme privés, déployés dans le cadre du projet d'une collectivité. On s'adapte par rapport aux besoins et à la politique. Et enfin, il y a l'hyperviseur. Là, c'est clé, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est bien de pouvoir prendre de la donnée
mais c'est autre chose de pouvoir la restituer à la bonne personne et de sorte à ce qu'elle soit intelligible pour déceler un départ de feu ou alors une situation critique et de ne pas apprendre par la presse, par exemple, effectivement, qu'un service est dans le noir. Et il y a des solutions formidables qui sont développées sur étagère pour pouvoir traiter la donnée. Et je pense qu'il y a un chemin à faire et dans lequel Lumière est en train de travailler pour monter des portails qui soient opérants vis-à-vis des usagers, et notamment des collectivités, dès lors qu'il s'agit de résilience du territoire. Voilà. Merci Frédéric, merci beaucoup pour ce 360. On va terminer avec Grégory Mendez, directeur général adjoint aux infrastructures de Manche Numérique. Alors, on a parlé inondation, on a parlé incendie, tempête. Des tempêtes, tu en as eu, mais toi aussi des vagues submersion, c'est pas mal. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une doctrine qui se met en place petit à petit chez Manche Numérique sur justement la mise au service de la prévention de l'IoT? Alors oui, déjà Manche Numérique, on est exploitant, déployeur de réseaux, d'infrastructures de réseau sur l'ensemble du département de la Manche. Donc ça permet aussi d'avoir la main sur l'ensemble de l'infrastructure à l'échelle du territoire et pas à avoir une répartition publique-privée qui des fois peut poser des difficultés de communication, notamment avec les services de la sécurité civile. Donc à la fois sur un réseau historique backbone, donc une artère principale de fibre optique qu'on exploite en propre. Ensuite, le réseau de deuxième génération, le réseau fibre optique qui est exploité par un délégataire de service public, Altitude Infra en l'occurrence, et un RIB de troisième génération, donc un réseau d'objets connectés, réseau de type LoRa qu'on exploite également en interne au sein de Manche Numérique. Donc on a quand même une large vision de ces éléments-là qui permet aussi de pouvoir entre guillemets, un petit peu diffuser la bonne parole auprès des différents acteurs, publics, privés, les services de la préfecture, les services de l'État, sur ces différents aspects-là. Et j'aimerais bien réagir en fait sur peut-être un aspect qui a été échangé au préalable, c'est que quand on parle des aléas climatiques, le réflexe immédiat de l'ensemble des interlocuteurs, c'est tout de suite d'être dans le principe de gestion de crise. On parle d'aléas climatiques, donc on est tout de suite, on se dit, bah, c'est la forte tempête, c'est la canicule, et on met tout de suite le mode gestion de crise. Et ensuite, quand la gestion de crise elle est finie, bah, on repart sur la vie normale. Et j'aimerais bien du coup faire un petit pas de côté pour dire, alors ok, il y a les aspects gestion de crise, donc le court terme, mais on peut avoir aussi des aspects en lien avec le numérique et la data territoriale sur le moyen et sur le long terme. Alors pour illustrer, j'ai peut-être trois exemples à donner. Alors, le plus simple pour la gestion de crise, le court terme, c'est la tempête avec du vent violent. La végétation tombe sur des réseaux aériens, électriques, numériques, donc la fibre optique, voire le réseau téléphonique. Donc, on coupe l'électricité, on n'a plus de numérique. Très simple. Mais aussi, on coupe l'accès aux routes, parce que quand les arbres tombent sur la route, bah, on coupe des accès. Et donc derrière, ça crée certaines difficultés parce que on peut se dire, bah, les infrastructures critiques du numérique, bon, elles vont avoir un groupe électrogène ou elles vont avoir des batteries au moins pour tenir quelques heures, sauf qu'à un moment, il faut aller les recharger, ces groupes électrogènes, en carburant. Donc il faut avoir des routes dégagées. Mais pour avoir des routes dégagées, il faut savoir que l'arbre il est tombé à tel endroit et communiquer avec les services des routes départementales ou avec les services de l'État ou avec les services des pompiers pour aller dégager cette route. Et puis il faut avoir les autorisations aussi pour pouvoir circuler sur ces routes-là. Donc il faut pouvoir être identifié par la sécurité civile, par la préfecture, pour avoir des autorisations qui nous sont délivrées avec les véhicules d'intervention, avec les plaques d'immatriculation qui sont pré-identifiées pour pouvoir circuler. Donc ça crée différents éléments qui sont qui vont être des éléments de coordination à avoir et d'anticipation à avoir, mais pour pouvoir traiter du court terme. Le deuxième volet, la deuxième illustration, c'est, je vais appeler le week-end de grand beau temps sur la station balnéaire. Quelle data on peut avoir liée à cet événement? Alors, ce n'est pas un événement de crise, c'est plutôt un événement sympa. Et voilà, il va y avoir du beau temps, c'est annoncé quelques jours avant dans les bulletins météo. Donc, on a cette information via Météo France que dans 5 jours, il va y avoir du beau temps sur cette station balnéaire. Donc 3 jours avant, bah, peut-être que une autre data va apparaître, c'est l'augmentation des taux de remplissage dans les différents hôtels ou dans les Airbnb sur cette commune, etc. Donc là, c'est un deuxième niveau de data qu'on peut avoir, les niveaux d'occupation prévisionnelle des logements. Et puis la veille, le vendredi après-midi, vendredi soir, on va avoir par exemple beaucoup plus de véhicules sur les routes pour y accéder à cette commune.
Donc, on va avoir du passage sur des boucles ou des caméras qui mesurent la circulation sur certaines routes vont avoir de la data que là, on a plus 30% par rapport à un vendredi normal, peut-être un vendredi pluvieux. Mais parce que là, on sait qu'il y a du beau temps et physiquement, les gens, ça y est, ils arrivent. Et puis, pendant le week-end, il y a des conséquences liées à ces J-5, J-3 et J-1, c'est qu'il va y avoir plus de consommation d'eau, il va y avoir plus de consommation d'électricité, il va y avoir plus de production de déchets, donc peut-être aussi des déchets qui vont déborder des points d'apport volontaires ou des corbeilles qui sont mises à disposition le long de la plage. Donc il va y avoir peut-être des sujets de salubrité publique. Et puis derrière, une fois que l'événement il est passé, on va aussi avoir des sujets de l'eau qui a été consommée, l'eau potable, il faut derrière la traiter. Donc on va avoir une surconsommation du traitement dans les stations d'épuration. Les déchets, il va falloir aller les collecter. Ensuite, il va falloir les traiter, les recycler. Donc, cet événement, est-ce que à partir de la data qu'on avait en amont au J-5, on aurait pu modifier la manière dont les services publics s'organisent pour planifier, organiser, améliorer les services publics en lien avec ces premiers indicateurs qu'on avait au J-5? Alors, peut-être que oui, peut-être que non, mais en tout cas, on sait que c'est des choses qui vont devenir récurrentes. Et puis, le troisième effet, peut-être sur le long terme, c'est l'augmentation des phases de forte sécheresse et de forte pluie. Donc ça, c'est le GIEC qui l'annonce. Voilà, il y aura beaucoup plus de phases de très forte sécheresse et beaucoup plus de phases de très forte pluie qui vont générer des inondations, etc. Mais il y a deux phénomènes en plus qui vont être liés à ça. C'est ce qu'on appelle les RGA. Donc c'est le retrait-gonflement des argiles. Donc, c'est-à-dire, il y a des zones argileuses sur lesquelles on va construire des bâtiments, des routes, des infrastructures de manière générale, qui sont sensibles à l'eau. Mais qui sont sensibles à l'eau dans les deux sens. Ça veut dire que quand le sol est très sec, ça vient faire du retrait, donc ça se comprime, donc ça crée des cavités, puisque à un moment, ça crée du vide dans le sous-sol. Et puis quand il va pleuvoir, quand les sols vont être gorgés d'eau, ce matériau-là, l'argile, va gonfler. Et il va prendre du coup beaucoup plus de place. C'est un peu comme l'effet des glaçons dans une bouteille d'eau qu'on met remplie à ras-bord dans le congélateur. À un moment, la bouteille va exploser puisque l'eau va prendre plus de place. C'est la même chose qui va se passer dans le sous-sol. Donc ça va créer des déformations des routes, des infrastructures ferroviaires, des bâtiments, des maisons, etc. Et deuxième phénomène qui va être lié à ces effets accentués de sécheresse et de forte pluie, c'est les effets qui sont liés au ruissellement de ces eaux de pluie. Puisque les effets de sécheresse accentués vont créer des effets de ruissellement excessif des eaux de surface, puisque l'eau ne va pas avoir le temps en fait, de s'infiltrer, puisque la terre va être trop sèche. Et donc, ça va créer des coulées de boue, des inondations, puisque l'eau n'arrive pas à s'infiltrer et va faire déborder les lits des rivières. Des glissements de terrain. Des glissements de terrain, voilà. Donc, il y a différents effets. Ouais. Différents effets liés à ça. Donc voilà, donc le court terme, le moyen terme, le long terme avec ces trois exemples. Donc pour revenir maintenant sur Juste, je te coupe un instant, quand je t'entends, je vois se dessiner finalement une sorte de jumeau numérique d'un territoire dans lequel on pourrait rentrer à partir de paramètres de départ, on pourrait simuler, modéliser ce qui va se passer et être capable de se dire, j'ai ces critères-là à l'entrée, je sais que ça va déclencher dans tel timing, et qu'il va falloir réagir de telle ou telle façon. On est sur quelque chose où on peut se préparer bien en amont et avoir des logiques de politique publique locale à moyen et long terme. Oui, mais c'est tout à fait ça. On le voit se dessiner sur la base des données dont tu parles, on voit le jumeau numérique apparaître. Justement, sur la partie long terme, on peut se dire les effets de sécheresse, forte pluie avec les phénomènes de RGA dont je parlais et puis le ruissellement, la fibre optique, elle va pas résoudre le problème. Les objets connectés non plus. Par contre, on a de la data sur le taux d'intensité et de gravité dans le temps, à horizon 5, 10, 20, 30 ans. Donc ça, c'est des choses qui sont faites par le GIEC, par le CEREMA, par l'INERIS pour les activités économiques. Et donc, c'est comment on se prépare à ça. Si on sait que dans certaines zones, il va y avoir, donc le GIEC normand justement a fait des estimations de l'élévation des eaux sur la Normandie et notamment sur la Manche, et c'est 1,10 m supplémentaire. Donc il y a certaines zones qui vont devenir des zones qui sont pas des zones inondables aujourd'hui, mais qui le seront dans 30 ans. Et qui sont aussi, on a des cartographies des zones qui sont argileuses. Pourquoi aujourd'hui on délivrerait encore des permis de construire
pour des habitations qui sont dans des zones argileuses et qui vont en plus être sur des zones inondables dans 30 ans. Parce qu'en fait, on n'a pas cette projection des modélisations qui sont faites et qui sont retranscrites dans les politiques publiques, notamment d'urbanisme, sur les effets à moyen long terme des événements climatiques qui vont devenir de plus en plus récurrents. Donc là, la mise en place d'un jumeau numérique, c'est une des solutions, voire peut-être même la meilleure solution, de dire on alimente des éléments cartographiques avec différentes datas pour ensuite faire des simulations à moyen long terme des effets sur les politiques publiques et sur l'aménagement du territoire, pas que numérique, l'aménagement des routes, l'aménagement des voies ferrées, l'aménagement de l'urbanisme, et c'est à partir de cette data et des jumeaux numériques qu'on peut le faire. Donc ça, c'est plutôt sur les aspects long terme. Sur le court terme, c'est évident, c'est les effets de résilience dont on parlait tout à l'heure. Nous, on a fait aussi un schéma local de résilience des réseaux numériques sur notre territoire pour aussi mesurer l'effet de la résilience, enfin des effets climatiques ou des incidents qui pourraient impacter notre réseau. Ce n'est pas que climatique, ça peut être aussi en lien avec le vandalisme ou ce genre de choses. Ouais. Et on a fait l'étude justement de l'enfouissement généralisé, parce que c'était souvent un thème qui revenait de la part de certains élus, de la part du grand public, de si vous aviez enfoui cette ligne, moi, je n'aurais pas été coupé, etc. etc. Mmh. L'analyse économique, c'est le réseau FTTH, donc le réseau fibre optique grand public, ça coûtait 535 millions d'euros. Il faudrait simplement remettre un petit milliard sur la table juste pour enterrer ces lignes-là. D'accord. Et peut-être aussi une vingtaine d'années supplémentaires, parce que le réseau, là aujourd'hui, il réutilise très largement les infrastructures préexistantes des réseaux téléphoniques et des réseaux électriques. Si on était amené à doublonner, à recréer des infrastructures, notamment souterraines, c'est bien plus long quand même de faire des tranchées que de planter des poteaux. Il faudrait peut-être une vingtaine d'années supplémentaires et ce petit milliard que personne n'est prêt à mettre. Et puis également, est-ce que c'est un investissement qui serait utile? En fait, il faudrait vraiment beaucoup de tempêtes. On a eu la tempête Kiaran à la fin de l'année 2023 qui a fait beaucoup de dégâts. Ça a fait tomber plusieurs milliers de poteaux. Alors, un petit peu des nôtres parce qu'on en a quand même quelques-uns, mais surtout des poteaux du réseau propriété d'Orange. Il en faudrait quasiment tous les mois ou tous les 2 mois pour amortir un investissement d'1 milliard, parce que le coût de réparation, alors il est quand même important, et puis il va devenir de plus en plus récurrent avec l'intensité et la récurrence de ces événements qui vont s'accroître. Mais par contre, il est sans commune mesure avec le montant de l'investissement initial. Et puis en plus, ça ne résout pas tous les sujets, parce que les sujets d'incendie, avec le fait que les câbles qui sont enterrés, en fait, ils vont quand même subir ce type d'incidents climatiques, en fait, juste les enfouir, c'est pas la seule solution. D'ailleurs, il y a même des pays où c'est même la norme de les mettre en aérien, parce qu'il y a des critères aussi sismiques. Le Japon, Au par Japon, exemple. voilà, où Ouais, tout à fait. mettre les réseaux enterrés, c'est plus dangereux, en tout cas, que de les mettre en aérien. Donc, on a l'ensemble de ces aspects. Et puis, sur le moyen terme, ce que je vous disais sur les différentes datas qu'on a, J-5, etc., en fait, elles sont réparties en fonction de différentes compétences et de différents acteurs. La météo, c'est assez grand public, on arrive globalement tout le monde à l'avoir. Par contre, le J-3 sur le taux de remplissage des hôtels, cette donnée-là, elle n'est pas grand public, ou elle peut être plus difficile à obtenir. On peut quand même l'obtenir, mais c'est plus compliqué. Le J-1 sur le nombre de véhicules qui ont circulé sur les routes pour accéder à la ville, c'est la compétence route, c'est globalement plutôt le conseil départemental ou l'État, si c'est des routes structurantes, qui ont cette information. Est-ce qu'elle est partagée? Potentiellement non. Et puis ensuite, après, sur la consommation d'eau, consommation électrique, les déchets, une fois encore, c'est différentes collectivités qui ont ces différentes compétences. Et est-ce qu'elles partagent entre elles ou est-ce qu'elles coordonnent entre elles ces informations pour améliorer les services publics? La réponse est aujourd'hui plutôt non. Et c'est une fois encore des choses qui seront à améliorer en coordonnant et en mutualisant les outils, parce qu'il n'y a pas une entité qui est plus pertinente qu'une autre pour prendre la main, sauf peut-être celle qui est en charge de la partie aménagement numérique, puisqu'elle a une vision 360 du territoire, de l'ensemble de ses compétences, notamment parce que ses membres sont souvent le conseil départemental et les communautés de communes, communautés d'agglomération, qui, elles, ont la majorité des compétences et sont membres de ce syndicat. Donc, il y a une certaine légitimité à rendre ce syndicat, en faire en quelque sorte la vigie sur l'ensemble de ces éléments, ensuite partager entre elles les différentes informations qui ont pu être collectées. Merci Grégory. Donc oui, mutualiser les outils, d'accord, mais surtout partager les données. Parce que c'est l'enjeu qui est juste derrière. Merci beaucoup à tous les quatre. Je propose de vous faire applaudir.